Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle table ronde, début d'après-midi, une table ronde qui va parler de jeux vidéo, mais de jeux vidéo amateurs. On avait déjà parlé de MMORPG, de MMO, on va parler de jeux vidéo plus globalement et de jeux amateurs, de ce qu'est le jeu vidéo amateur, quelle est la place aujourd'hui du jeu amateur dans le monde du jeu vidéo. Est-ce que jeu amateur ça veut dire jeu fait par des amateurs qui n'y connaissent rien, ou alors juste par des fans et c'est du jeu qui n'est pas rémunéré. On va définir ce qu'est le jeu amateur. Pour en parler, Jalal Lecoq, responsable de Relight, une association implantée dans le monde du jeu vidéo amateur et indépendant. Bonjour. Bonjour Jalal. Avec nous, on a aussi Dalandar, lead game designer pour Wakfu les Gardiens. Bienvenue ici, tu n'es pas très loin. On a également Azael, qui est game designer sur Wakfu les Gardiens. Bonjour. Et Krai, qui est graphiste sur Wakfu les Gardiens. Graphiste qui est un rôle bizarre aussi dans le jeu amateur. On s'attend à voir des programmateurs, des game designers. Il faut aussi quand même un petit peu de dessin. Hein. Voilà, et c'est pour ça que tu es là, ici. On va commencer par définir ce qu'est le jeu amateur. Qu'est-ce que ça veut dire le jeu vidéo amateur ? Alors le jeu vidéo amateur, c'est simple, c'est du jeu fait par une personne, une passionnée, pas forcément un professionnel, mais ça n'empêche pas. Pour une équipe, ça peut être soit un groupe d'amis, soit quelques professionnels qui décident de créer un jeu pour eux, et puis éventuellement le distribuer pour d'autres ou le garder un peu secret, et un jour on le découvre sur un site internet. Tout le monde est d'accord avec la définition ? On peut aller au-delà encore ? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que n'importe qui peut faire du jeu amateur aujourd'hui et en être digne ? Oui, en fait, n'importe qui peut créer un jeu. En fait, il y a des outils adaptés à ses possibilités. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels vraiment très simples, vraiment du clic, je crée. Et après, il y a des moteurs qui sont distribués pour aller un peu plus loin, pour faire des jeux un peu 3D, des MMORPG par exemple. Bon, déjà, il faut être un peu plus conséquent comme équipe. Et il y a aussi du vrai langage de programmation, bas et haut niveau, qui varie après selon les compétences de la personne ou selon ses prétentions. Mais alors pour faire du jeu amateur, il faut obligatoirement s'y connaître en programmation, alors du coup, même s'il faut en faire un peu en bas niveau. Non, pas forcément. Comme je disais, il existe des logiciels je clique, je crée. Il y a besoin, à part de son imagination, peut-être un petit coup de crayon, d'être un peu polyvalent, c'est-à-dire soit on décide de créer son jeu entièrement, soit on essaie de grignoter un peu sur ce qui a été créé, c'est-à-dire qu'on fait un jeu un peu, ce qu'on appelle un fan game. C'est-à-dire qu'on reprend des éléments d'autres jeux et qu'on les approprie pour faire un petit jeu unique. Par exemple, je parle de la licence Zelda. On peut reprendre des graphismes, par exemple d'un vieux Zelda, et créer, les mélanger avec d'autres jeux qui n'ont rien à voir et faire un petit jeu que tout le monde peut essayer et tout le monde peut créer surtout. Nicolas ? Je pense qu'il faut aussi faire la différence entre le jeu vidéo amateur et la création amateur qui peut être liée à des jeux vidéo. Par exemple, on prend Little Big Planet. C'est un jeu qui propose un outil de création de niveaux qui permet donc à des amateurs de créer des niveaux de Little Big Planet et de les mettre ensuite en ligne sur le PSN pour que d'autres joueurs puissent essayer les niveaux qu'ils ont créés. Donc on va dire qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont donnés aux amateurs pour pouvoir faire des créations amateurs. Alors évidemment, quand on crée un niveau de Little Big Planet, on n'a pas créé un nouveau jeu. Mais c'est un peu comme quand, effectivement, comme donnait l'exemple, c'était avec des éléments de Zelda qui permettent de recréer un Zelda. On peut faire des fan games, finalement, ouais. Par contre, avoir besoin de compétences en programmation, ça dépend de quel est le rôle qu'on va avoir dans le projet. Si jamais on veut être programmeur, évidemment, oui, il faut savoir programmer. Maintenant, il y a aussi des game designers, il y a aussi des graphistes, et là, on n'a pas forcément besoin de connaître des choses techniques. Par contre, il faut avoir une logique ou un talent artistique. Donc ça dépend. C'est vraiment 3 domaines de compétences, quoi. Donc en soi, il faut composer une équipe. L'équipe idéale pour créer un jeu vidéo amateur ou non amateur, ça serait quoi alors ? Il reste le noyau, je dirais, principal qui est de la programmation, du graphisme et du game design. Ça, on peut pas y réchapper, quoi. On peut pas vraiment y réchapper. Après, pour moi, vraiment, en programmation,
Ça demande quand même des personnes qui sont motivées. La plupart du temps, on trouve des programmeurs qui sont en école, en fait, assez souvent. Mais c'est les seuls, je dirais, qui ont besoin vraiment d'une compétence de base et des connaissances, surtout, de base. Voilà. Et au niveau graphique, il faut savoir faire quoi? Il faut savoir dessiner, il faut savoir designer. Il faut avoir beaucoup d'imagination, en fait, beaucoup d'idées, savoir écouter les envies de toutes les autres personnes qui vont participer un peu à la production, et beaucoup de travail aussi. Et une grande faculté d'adaptation aussi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je veux dire, quand on se lance dans un jeu amateur, on n'a pas forcément tout de suite des compétences vraiment techniques. Mais le truc, c'est que le projet amateur, c'est justement une bonne école. C'est que là, on va apprendre au fur et à mesure quelles sont les contraintes, quelles sont les techniques pour pouvoir créer un jeu. Et là, il faut vraiment être capable de s'adapter. C'est-à-dire que si on sait dessiner, ça ne veut pas dire qu'on fera un bon graphiste pour des jeux vidéo. Ça veut dire on sait dessiner, c'est bien, c'est un bon premier point. Mais après, il faut vraiment être capable de se dire, bon voilà, alors maintenant je commence à connaître un peu, faut être très curieux, faut se renseigner sur Internet, faut essayer de vraiment apprendre en autodidacte comment ça fonctionne si on n'est pas en école, et ensuite s'adapter aux contraintes. Et les contraintes, justement, c'est quoi quand on doit dessiner des personnages, par exemple, ou un décor? Ça peut être des contraintes techniques au niveau des vêtements, de la taille, enfin... Ça peut être énormément de choses. Les formats aussi, ouais. Les formats, oui. Et dans un jeu vidéo amateur, la plus grosse contrainte, c'est soi-même, en fait, puisque contrairement à lorsqu'on fait un jeu professionnel, on n'a aucune autre contrainte que soi-même. En fait, si on perd la motivation, tout est fini, en fait. Donc c'est le plus gros point à avoir. Et le format sur lequel développer le jeu, ça compte aussi, parce que maintenant on voit on va faire une petite pause parce qu'ici on est à la Ankama Convention. Et voilà, il y a des petits appels parce qu'il y a des gens qui se perdent. Et donc je disais le format sur lequel développer le jeu, est-ce que ça compte? Parce qu'aujourd'hui on voit des jeux vidéo arriver, ce qu'on appelle des homebrew sur des consoles comme la Wii, comme la Nintendo DS. Il y en a sur PC évidemment. Ça compte, ça change quelque chose? Forcément, ça change, ne serait-ce qu'en fait le concept de base. Genre, un jeu se retrouve pas sur la Wii par hasard. C'est vraiment qu'on avait un concept de base. L'équipe amateur voulait produire un jeu qui nécessitait vraiment cette machine-là. Maintenant, ça reste quand même très compliqué pour les amateurs de développer sur console, puisque c'est des contraintes en plus qui sont assez énormes. C'est pour ça qu'on trouve le plus de jeux amateurs, je dirais, sur PC, au moins à la base. Et par la suite, il y a un portage qui est fait vers une autre plateforme. Parce qu'aujourd'hui, on voit alors, c'est pas forcément du jeu vidéo pur, mais on voit des petits jeux qui arrivent sur les Nintendo DS. Alors oui, en fait, depuis peu de temps, les gros constructeurs ont ouvert des accès vers les machines. Je pense par exemple au Xbox Live Arcade. Donc Microsoft propose aux développeurs un kit Xena. C'est un ensemble d'outils pour créer son propre jeu. Donc on peut créer des jeux pour PC et pour Xbox. Après, il suffit justement de simplement les distribuer. Après, il y a aussi le WiiWare, donc pour la console Wii. Par contre, c'est un peu plus difficile. Il faut une certaine logique de conception qui est adaptée, par exemple, pour la Wii. N'importe qui ne peut pas lancer un jeu demain pour la Wii. Oui, voilà, j'ai un projet, je suis sûr de pouvoir le réussir. Il y a des contraintes assez difficiles, donc de ce côté-là, c'est assez difficile de créer sur la Wii. Après, sur la PlayStation 3, c'est un peu plus nuancé, parce qu'il n'y a pas vraiment de kit de développement pour amateurs. Le prix est exorbitant. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, surtout pas d'une petite équipe. Donc là, par contre, on se lance plutôt vers le homebrew, un peu underground. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans le jeu pas trop permis et réservé seulement aux personnes qui ont une console débloquée, entre parenthèses. D'accord. Et il y a des jeux stars aujourd'hui, des jeux amateurs stars qui ont fait du bruit récemment? Sur console, pas vraiment. Oui, il y a Castle Crusher, évidemment, qui a fait beaucoup parler de lui. Je dirais c'est un des seuls, parce que simplement il a su marcher sur le principe du tower defense, qui est très apprécié en ce moment. Donc on le voit en fait avec Dota, un mode de Warcraft 3.
Donc Castle Crusher est un peu une exception parce que c'est un jeu en fait qui allie toutes les fonctionnalités de ce jeu et rajoute un petit côté humoristique spécial. Donc ça, c'est un jeu qui a vraiment fonctionné sur console. Après, pour vraiment voir des jeux qui fonctionnent, on peut voir aussi par exemple Braid sur la console Xbox 360 et sur PC. C'est un jeu aussi qui a été plutôt considéré comme nouveau, original, parce qu'il utilise des principes qu'on a peu vus ou très rarement vus, notamment sur console, qui est le rewind, puis le principe aussi bien sûr de la plateforme 2D, qu'on retrouve peu souvent. Et c'est un peu les amoureux de ce genre de jeu perdu qui achètent ce genre de jeu et qui sont fans. Et après, bien sûr, ça s'est développé au grand public. Mais du coup, est-ce qu'il y a des jeux qui peuvent après se retrouver connus et rachetés? Ce serait possible, ça, Nicolas? Déjà, ça dépend. Alors oui, ça peut arriver. De toute façon, quelque part, tout peut arriver. C'est pas forcément un jeu amateur tel qu'on l'entend, mais par exemple, il y avait un jeu, alors peut-être que mes collègues pourront m'aider, mais qui avait été fait par Superfo Game avec des petites boules de couleurs qui devaient repeindre en fait les différents murs. Et c'était un jeu qui était fait par une école, par des étudiants. Donc quelque part, pour moi, on peut le considérer comme un jeu amateur parce que c'est quand même un jeu qui a été fait par des personnes qui ne sont pas professionnelles. Et c'est vrai que ce jeu-là, en fait, ensuite, a été racheté et commercialisé. Et ça arrivait plus d'une fois quand même. Pas forcément d'ailleurs par des jeux faits par des écoles, ça peut être aussi par des jeux faits par... D'ailleurs, il y a plusieurs projets qui existent, en tout cas sur Internet, qui sont des jeux qui ont été créés par des amateurs ou par des étudiants, qui ensuite ont été rachetés et commercialisés, distribués. Généralement, c'est vrai que c'était plus des concepts qui étaient rachetés et que ça a été redéveloppé par la suite. Peut-être que certaines personnes ont été embauchées par derrière et tout, mais en tout cas, c'est sûr que la plupart du temps, ça fonctionne. Il y a certains jeux sur iPhone qui ont complètement été développés par des équipes d'élèves en fait, jusqu'au portage sur support, c'est-à-dire qu'eux-mêmes tentent de le mettre sur l'Apple Store et qui fonctionnent très très bien et qui ont même cartonné en termes de vente, alors que c'était juste un défi entre guillemets entre étudiants quoi. Donc du coup, faire du jeu amateur, est-ce que c'est une vraie porte d'entrée aujourd'hui pour rentrer dans le monde du jeu vidéo? Est-ce que... Pour moi, complètement. Complètement, je suis rentré dans le jeu vidéo grâce à ça. Donc pour moi, c'est presque la meilleure des écoles en fait, puisqu'on se rend compte du processus de développement d'un jeu. On passe quand même par toutes les étapes. On rencontre beaucoup de problèmes et on a cette volonté d'aller chercher les solutions par nous-mêmes. C'est-à-dire que voilà, on est confronté à un problème et c'est la personne qui fait la démarche de réfléchir comment je vais régler ce problème-là. C'est-à-dire que même si on arrive dans le milieu professionnel sans avoir vraiment développé un jeu entier, on s'était déjà fait une expérience qui est très proche des problèmes qu'on va pouvoir rencontrer en tous les cas d'un point de vue professionnel. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne école. Je pense par contre qu'il faut quand même faire attention à une chose, c'est que le cas où des amateurs ont créé un jeu et que le jeu ensuite est commercialisé, c'est quand même des cas très très rares. La plupart du temps, c'est vraiment une porte ouverte pour le monde professionnel. Alors là, je pense qu'on en est tous convaincus, c'est clair. Et je pense que, voilà, je veux dire, que ce soit Jérôme, Véronique, moi, et je ne sais pas combien d'autres personnes qui travaillent aujourd'hui dans la conception de jeux vidéo professionnels sont passées par des jeux amateurs. Et il y en a énormément. Par contre, il faut faire attention, c'est plus une porte ouverte dans le sens où on va progresser. On va apprendre, c'est vraiment une école, quoi. C'est une école différente des écoles, des vraies écoles. C'est l'école de l'amateur, mais c'est... Par contre, de voir son projet commercialisé, c'est vraiment très très rare. Et c'est là aussi où ça fait appel à une compétence ou une qualité, on va dire, chez les gens, c'est qu'il faut être capable d'aimer son travail avant d'aimer son projet. Ça, c'est vraiment super important. Nous, on avait mis en place, par exemple, Son of Destiny avec Jérôme, qui était un jeu amateur qui avait fonctionné à l'époque. On avait beaucoup de fans et tout, ça nous tenait à cœur. Mais voilà, on l'a jamais commercialisé. On a réussi à déboucher dans le jeu vidéo grâce à ça. Et aujourd'hui, on s'éclate dans notre boulot parce qu'on aime notre métier. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs qui veulent mettre en place un rêve, qui est un jeu amateur bien précis, qu'ils ont imaginé et qui, pour eux, en gros, leur objectif, c'est de le voir commercialisé. Et ça, on peut essayer, mais c'est vrai qu'il faut être réaliste. Il y en a énormément des gens qui ont des bonnes idées et on n'arrive pas toujours à les mettre en place, à les professionnaliser, quoi. Mais par exemple, quand tu arrives en disant bon bah voilà, moi j'ai fait ça et ça dans le jeu vidéo amateur, embauchez-moi, est-ce que ça marche vraiment comme ça? Est-ce qu'on regarde ton passif dans le jeu amateur au moment de l'entretien d'embauche, au moment où tu rencontres quelqu'un qui cherche quelqu'un pour faire le graphisme et le design d'un jeu? Est-ce que ça compte vraiment ou pas?
Ça a énormément compté dans mon cas, vu que moi, j'ai pas fait d'école particulière, que ce soit en dessin ou en animation. Et donc, je connaissais déjà Nico avant de travailler sur Gardien. Je travaillais sur un autre projet amateur, qui était une sorte de fan game sur Final Fantasy VII, en fait. Et donc, je le connaissais via des forums ou autres, etc. Et donc, si j'avais pas travaillé sur ce projet-là, il m'aurait probablement jamais proposé de travailler sur Gardien, en fait. Donc, tout est lié, on va dire. Mais l'expérience d'école, du coup, ça sert vraiment pour rentrer dans le monde du jeu vidéo? Ou vaut mieux finalement passer par la case jeu amateur, trouver vraiment une bonne équipe, trouver des gens avec qui travailler, se confronter à des vrais problèmes de développement? C'est deux écoles différentes qui ont probablement les mêmes fondamentaux, on va dire, mais ça reste deux écoles différentes dans le sens où ça dépendra surtout de la personnalité des gens. Il y a des personnes qui ont envie, pas forcément besoin, mais qui ont envie d'être encadrées dans une école, avoir une présence physique aussi, d'être... Je veux dire, on est dans une salle de classe, on est avec plein d'autres étudiants, et du coup, il y a tout de suite, quelque part, l'ambiance d'entreprise qui est, on est tous ensemble, côte à côte, on va s'entraider. Alors que le jeu amateur, la plupart des jeux amateurs se font par Internet. Là, ça nécessite non seulement une discipline assez difficile, qui est qu'on fait ça sur son temps libre. Ça veut dire qu'on a peut-être déjà un travail, ou on fait peut-être déjà d'autres études, et sur son temps libre, on va devoir travailler sur un jeu amateur. Donc là, ça veut dire que déjà, on a un peu moins de vie sociale à côté. Il faut être réaliste. Moi, à un moment donné, j'avais vraiment plus de vie sociale. J'exagère, mais à peine. Par contre, c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'on travaille par Internet. On a beaucoup de liberté, parce que peut-être que l'école va donner des contraintes, que le jeu amateur, vraiment, on fait ce qu'on veut, voilà. Mais par contre, il y a le double effet qui se coule, qui est que derrière, ça prend énormément de temps, ça demande aussi on n'a pas vraiment la présence physique de ses collègues, ce qui fait que du coup c'est quand même difficile, on discute par MSN, par forum. Je veux dire, pour créer un jeu, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus idéal. Donc c'est deux écoles différentes. Je vais rajouter un point en fait. Pour moi, vraiment, le principal, ça reste le projet. Parce qu'on est quand même dans un milieu qui est, faut le dire, le jeu vidéo, ça reste international, il y a des boîtes qui sont partout. C'est bien de sortir d'une école, mais c'est pas pour ça qu'on va être embauché par exemple aux États-Unis où ils connaissent pas du tout l'école. Ils vont nous juger sur les projets qu'on amène, qu'ils soient d'école ou qu'ils soient amateurs. Et c'est ça le plus important en fait, c'est de se faire, je dirais, les dents vraiment sur un projet. Maintenant, pour moi, c'est pareil. Enfin, je suis rentré dans ma première boîte, j'ai pas fait d'école de game design, j'ai même pas mon bac en fait, pour tout dire. Donc, je suis rentré sur Son of Destiny en tant que graphiste. Et j'ai appris le boulot de game designer. Je me suis vraiment renseigné dessus, j'ai vraiment bossé. Et voilà, j'étais embauché en tant que game designer parce que j'avais fait Son of Destiny. Je suis arrivé dans la boîte, je leur ai dit voilà, je sors pas d'école, mais voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai appris. Ils m'ont pris en stage, ça a bien marché, ils m'ont embauché. Donc ouais, ça sert vraiment. Ça a l'air simple, vu comme ça. Non, ça l'est pas. Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça dans beaucoup de boîtes ou pour rentrer dans le jeu amateur, voire indépendant, on va en parler après. Justement, par rapport à ce que je vois donc, sur nos forums, donc on a souvent des étudiants qui y passent et qui proposent leurs projets amateurs. On voit souvent aussi, justement, comme je reprends un peu ce que disaient mes collègues, on voit souvent des jeunes qui croient que voilà, je vais créer mon jeu, tout le monde va t'intéresser, on va me l'acheter, voire même je vais créer ma boîte et je vais créer d'autres jeux après suite aux bénéfices. Ça marche pas toujours comme ça, c'est extrêmement rare. Et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est-à-dire de créer son jeu amateur d'abord pour soi, éventuellement pour les autres en tant que loisir. Hein. Et si la chance vient, et puis bien sûr si on a du talent, on sera forcément appelé pour d'autres sphères. Pour créer un vrai jeu amateur, il faut donc une équipe. Comment on fait pour trouver une équipe ? Non, c'est pas forcément évident. C'est un sujet épineux. Comment on trouve les gens C'est un sujet épineux parce qu'en fait, il y a des pour et des contre. Souvent, nous, on conseille à la personne donc, qui veut débuter son jeu de commencer seul. Pourquoi ? Tout simplement, en fait, parce qu'il doit déjà les gens doivent lui faire confiance, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, bonjour, j'ai une idée, j'aimerais avoir 2 programmeurs, 5 graphistes, 6 musiciens et des danseuses. Et c'est pas forcément tout de suite bien accepté. C'est-à-dire, qui c'est celui-là, d'où il vient. Donc il doit se faire une place quelque part. Donc il faut qu'il participe, il faut qu'il commence à montrer que son jeu vaut la peine, qu'il est motivé, qu'il aura surtout une place polyvalente. C'est-à-dire que ce ne sera pas le chef qui donne les ordres, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, c'est quelqu'un qui doit plutôt encadrer. C'est vraiment, je veux dire, quelque part le type qui commence à créer son jeu, ça va être un mini game designer en fait.
En fait, je pense que le gros problème, et je pense que c'est vraiment le point clé, à mon avis, des problèmes des jeux amateurs ou des personnes qui veulent faire du jeu amateur, c'est que des bonnes idées, toutes les entreprises, on en a les tiroirs pleins. En gros, les bonnes idées, il y en a plein, tout le monde en a. Le problème, c'est savoir la mettre en place. La mettre en place pour qu'elle soit jouable, qu'elle soit fun, qu'elle soit réaliste, qu'elle soit faisable à tous les niveaux, pour les graphistes, par les programmeurs, par rapport aux contraintes du marché, qu'elle soit aussi vendable, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont un vrai potentiel commercial. Il y a des très bons jeux qui ne fonctionnent pas commercialement, c'est un fait. Donc il y a vraiment toutes ces questions qu'il faut se poser, et effectivement c'est là où peut-être il y a une problématique quand on veut mettre en place son projet amateur, qu'on n'a pas du tout réfléchi à la chose, on a juste une bonne idée, on va sur un forum et on fait le type d'annonce qui a été décrit, et là effectivement on n'est pas pris au sérieux du tout, parce que tout le monde fait ça, et en fait on va avec des forums où on a 50 messages par jour de ce type-là. Donc effectivement c'est bien de travailler avant chez soi, et par exemple sur Son of Destiny, au départ c'était vraiment un tout petit projet, après ça a pris un peu d'ampleur, il n'a pas abouti, mais ça a pris un peu d'ampleur, mais par contre c'est vrai que ça a commencé à l'école, au lycée. J'étais au lycée, j'avais 17 ans, j'étais avec des copains, maintenant que je connais depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'on a lancé ce projet, et on a fait ça sur notre temps libre à l'école. Moi, plutôt que suivre les cours, enfin non, ça faut pas le dire ça, j'étais en train de bosser sur mon jeu amateur avec eux. Il y en a un, il faisait des dessins, l'autre il faisait du scénario, l'autre il faisait du concept, et puis c'est là, à ce moment-là, qu'on avait une petite base, qui n'était pas forcément énorme, mais une petite base, qu'on a commencé à recruter sur Internet. Et là, par contre, on y était un peu bourrin. C'était de la communication, beaucoup de communication. Il faut quelqu'un qui soit capable de faire la communication sur le projet, de faire la pub finalement du projet. C'est un peu ça, faut donner envie, quoi. Et quand on n'est pas l'initiateur du projet, comment on se retrouve aussi dans une équipe comme ça? Bah, moi, pour ma part, typiquement, voilà, c'est Son of Destiny, c'est rendu visible sur Internet. J'ai vu le projet, ça correspondait aussi à mes attentes, à mes envies. Voilà, j'aimais beaucoup les RPG, j'ai trouvé ça assez pro en fait. Donc, bah, j'ai contacté Nico directement sur mail en fait. Donc, j'étais graphiste à l'époque, hein. Et puis, il m'a pris en test et voilà, on s'intègre peu à peu. Et ça se fait, je dirais, presque naturellement en fait. Voilà. Mais par contre, faut bien aussi partir du principe que le jeu vidéo amateur, c'est beaucoup de sacrifices personnels, quoi. Et après, on fait quoi? Donc, on propose ses dessins, on dit bah tiens, écoute, j'ai vu ton jeu. Alors en ce qui me concerne, ça part d'une annonce, oui, sur Internet, mais qui était bien faite cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie présentation, les intentions au niveau du style de jeu, enfin, c'était assez bien rédigé. Donc du coup, j'ai proposé mes dessins avec d'autres personnes et j'ai été sélectionnée. C'est comme ça que c'est parti. Et oui, c'était surtout l'organisation qui a joué en fait. Donc le vecteur, ça reste définitivement Internet. Donc quand on a envie de faire son jeu amateur, on peut passer par là. On parle de jeux indépendants aussi. Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est un lien? Alors oui, le jeu indépendant, il y a une toute petite nuance avec le jeu amateur. C'est que le jeu indépendant est basé sur une petite structure. C'est pas forcément une grosse entreprise, ça peut être une association, c'est une structure déclarée, du moins. Ensuite, le jeu indépendant est beaucoup plus, je dirais, plus médiatisé que le jeu amateur, tout simplement parce que c'est comme c'est une structure justement visible. Il est plus facile pour eux de proposer des communiqués de presse au site, de présenter leur jeu, par exemple, à des conventions comme celle-ci. Et c'est beaucoup plus simple de voir alentour le jeu indépendant. Par contre, le jeu amateur n'est pas qualitativement moins bon que le jeu indépendant. Il arrive que des jeux indépendants soient d'un niveau tout à fait similaire aux jeux amateurs. Par exemple, on peut voir aussi des jeux amateurs qui deviennent des jeux indépendants. C'est-à-dire qu'une petite équipe réduite de copains vont commencer à officialiser la chose. Donc en fait, le jeu indépendant, c'est quelque chose qui est développé et proposé par la même structure, c'est-à-dire c'est une petite équipe qui crée le jeu et qui fait sa promotion. Donc l'idée, ça serait de commencer à créer son jeu amateur, de son côté, d'y réfléchir, de le penser, de l'imaginer, de trouver des gens avec qui collaborer, et à ce moment-là, on peut directement passer en mode indépendant, on crée sa structure et c'est parti, et sans forcément dépenser de l'argent et en restant sur le même mode. À mon avis, l'indépendant, faut limite pas se poser la question au début, quoi. Enfin, mon point de vue, c'est une chose après l'autre. On commence par faire un jeu amateur, on commence par avoir une idée, on commence ensuite par créer une équipe. On a l'idée, elle est bonne, elle est appréciée par des gens nous rejoignent. On met en place à ce moment-là une équipe, on crée un prototype, le prototype fonctionne, on a des premiers fans. Là, on peut se poser la question, ok, est-ce qu'on a du potentiel? Est-ce qu'on a un potentiel commercial? Est-ce qu'on peut peut-être devenir indépendant, essayer d'aller sur Xbox?
on peut d'emblée effectivement viser le Xbox Live et tout, mais c'est vrai que voilà, je pense que une chose après l'autre, le problème c'est que souvent on vise trop gros, on est trop gourmand, et c'est le problème qu'on a eu aussi sur Son of Destiny finalement. On a visé très très haut, et effectivement on a fait quelque chose qui a impressionné du monde parce que c'était beau, c'était bien vendeur, on a mis des jolies musiques et tout. C'est vrai que c'était sympa, mais par contre on a visé tellement haut qu'on a atteint 1% de tout ce qu'on avait en tête, ce qui fait que du coup ça nous a porté défaut, et c'est pour ça que le projet s'est arrêté. Si on avait visé plus petit, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose de fini, qui aurait vraiment été diffusé, alors que là finalement on a une démo qui est jouable mais qui n'a pas vraiment de vrai gameplay, de vraies missions, de vrais niveaux, et qui font que finalement à part montrer que c'est joli, montrer qu'on avait des bonnes idées derrière, ça s'arrête là. Donc ça, faut faire attention, je pense, de ne pas viser trop haut et être trop impatient. C'est vraiment y aller progressivement. Et dans les autres conseils à donner, est-ce qu'il y aurait un type de jeu plus facile qu'un autre à développer, faire un jeu en Flash, ça paraît peut-être plus facile, je sais pas. Hein. Que faire que le coder autrement? Alors au moins un type où il faut faire assez attention parce qu'on en voit beaucoup sur internet, c'est le RPG. Il faut faire super gaffe à ça parce que le RPG c'est vraiment le plus compliqué à mon avis à mettre en Son place. of Destiny Par exemple, puisque ça demande vraiment... après tout dépend de l'ampleur du jeu, hein, mais c'est vrai que je vois beaucoup de projets amateurs qui se lancent en RPG puisque c'est ce qui plaît beaucoup. Et en fait, il faut savoir que derrière c'est beaucoup de travail et à tous les niveaux, quoi, vraiment à tous les niveaux. Donc maintenant, il y a quand même des outils qui sont destinés à faire des RPG. Il y a beaucoup d'outils, donc c'est vrai que ça simplifie aussi la tâche. Mais voilà, pour moi, c'est quand même un des genres pièges. Voilà. Véronique. Je dirais aussi pour le problème du RPG, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver avec un background extrêmement détaillé, des pages et des pages de scénarios, des personnages en couleur, mais quand ils vont se rendre compte qu'avec tout le travail qu'il y a à faire derrière, tout va s'écrouler d'un coup en fait. Donc le RPG, il faut faire très très attention. Voilà. Et je dirais, il y a un genre qu'on voit quasiment pas en jeu amateur, c'est le genre de jeu de course en fait. Alors je sais pas pourquoi, on n'en voit pas. Très peu. Alors oui, effectivement, le jeu de course, c'est plutôt rare. Il y en a, mais c'est plutôt rare. Tout simplement parce que le jeu de course nécessite visuellement d'être en 3D. C'est pas un genre facile, c'est difficile à programmer. C'est un jeu aussi qui doit être beau pour se comparer à des grands titres comme Gran Turismo, Forza. Et ça peut être assez difficile à créer. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas souvent. Puis aussi, c'est aussi peut-être une question d'affinité. On est plus attiré, par exemple, généralement par créer un petit jeu de plateforme, un petit jeu de shoot. On va vers la facilité. Ou au contraire, justement, on va vers le RPG qui est le summum, ou voire même le MMORPG. Mais après, il y a aussi plein de petits jeux qu'on voit fleurir partout. Les Tower Defense, justement. Parce que c'est plus facile de faire un Tower Defense que faire autre chose. Les click and play. Tower Defense, c'est un style comme un autre. Je dirais que c'est pas beaucoup plus facile que le RPG. Ça reste aussi compliqué. Il y a de la tactique à faire. Il y a beaucoup de programmation. Il faut créer des personnages, des backgrounds. Ça reste un genre assez difficile. Après, il est peut-être plus facile d'en trouver en ce moment, tout simplement parce que c'est un peu la mode. Et c'est un peu comme tous les genres de jeux qu'on voit de temps en temps se sortir. C'est par exemple, on voit une majorité de RPG quand un nouveau Final Fantasy sort. On voit, malheureusement pas de jeu de course quand un jeu de course sort, mais on peut voir par exemple pour Braid énormément de clones. Et c'est un peu un genre de mode que les gens suivent aussi. Et le click and play, finalement, est-ce que c'est plus facile aussi de faire un point and click, pardon. Point and click, oui. Pardon. Point and click, je dirais pas, c'est beaucoup plus simple, mais oui, parce qu'en fait, il y a des outils, donc justement de create and click qui existent. Je pense par exemple à Adventure Game Studio. C'est un logiciel très simple. Il n'y a aucune notion de programmation à avoir. On peut rajouter de la programmation derrière si on a envie d'aller plus loin. Mais il suffit par exemple de juste rajouter un sprite, donc c'est un élément de jeu à ajouter sur un fond, sur un décor. Et après on rajoute la transparence, tout simplement. Après on rajoute des espèces de boîtes qu'il faut ajouter à des endroits spécifiques. Par exemple, si on clique là, ça va faire ça, on pourra parler à tel personnage. Donc là par contre, si on utilise ce genre de logiciel, ça peut être tout de suite très simple et ça peut être fait pour une seule personne. Et du coup, au niveau du dessin, au niveau du graphisme, ça serait pas plus facile aussi de partir là-dessus, sur un point and click directement?
Ça peut être un bon entraînement, oui, surtout si on n'a pas de notion en programmation et qu'on a envie de se motiver, de se tester aussi, parce que en ce qui concerne les dessinateurs, il y a énormément de dessinateurs, faut se dire. Il y en a très très peu qui sont vraiment motivés en fait. Et il y en a beaucoup qui vont abandonner en cours de route ou qui vont pas vraiment chercher à se démarquer, qui vont peut-être avoir un petit peu d'ego, qui vont se dire les gens disent que je dessine bien, c'est bon. Puis ils vont finir par abandonner. Donc c'est un bon point pour se tester, je pense. Nicolas, oui. Juste pour rebondir sur l'abandon, c'est un truc assez bête, mais il faut vraiment persévérer, hein. Donc là, je fais une petite aparté, mais c'est vrai qu'on voit énormément d'amateurs qui vont en fait se retrouver confrontés à eux-mêmes. C'est-à-dire, je suis convaincu d'avoir du talent, et puis le jour où je suis confronté aux contraintes du jeu vidéo de manière générale, à ce moment-là, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, et donc du coup, on a tendance à plus croire en ses capacités. Et du coup, après, on se démotive. Et là, c'est vraiment là où il y a de la persévérance. Je veux dire, je pense que là, toutes les personnes ici ont déjà rencontré le problème de se dire purée, j'y arrive pas, ça fonctionne pas comme je voudrais, j'en peux plus, je suis fatigué. Et à un moment donné, il a vraiment fallu aller au-delà de ça, repousser ça pour pouvoir continuer l'aventure, continuer le projet et continuer de s'investir. Enfin, c'est vraiment, on se confronte énormément à ses qualités et à ses défauts. Et il faut vraiment savoir accepter ses défauts et aller au-delà, quoi. C'est vraiment parce qu'on voit trop d'amateurs, moi je trouve, qui perdent espoir très vite finalement. C'est vraiment là où on voit finalement qu'ils sont les plus motivés, quoi. Il y a une autre mode que j'ai pu observer en tant que joueur ou simple internaute, c'est les jeux simplistes. Les jeux où il faut tracer un trait et on voit la petite boule qui va d'un point A, le petit bonhomme qui va d'un point A à un point B. C'est aussi une solution, ça? C'est une mode? C'est quoi? En tout cas, c'est déjà bien pour commencer, finalement, parce que on va dire que viser tout de suite à faire World of Warcraft 2, on va dire que là, tout de suite, c'est pas faisable. Par contre, commencer par faire un Tetris, là déjà, pour un programmeur, par exemple, qui n'a jamais programmé, commencer par faire un Tetris, c'est déjà énorme. Enfin, je veux dire, on voit un CV avec quelqu'un qui a su faire un Tetris qui est fini, poliché, pas de bug, rien, tout est nickel, en étant parti de zéro. C'est déjà une belle prouesse. C'est-à-dire que la personne, elle a su faire un produit fini, quelque chose qui tourne, quoi. Alors que, donc du coup, quelque part, ouais, pourquoi pas tous ces petits jeux. L'idée, c'est qu'on arrive à le finir. Finalement, le plus dur, c'est la finition. Faire un jeu qui a plein de bugs, ouais, bon, c'est beaucoup plus facile que de faire un jeu qui est complètement débugué. Et je pense que c'est pareil pour le concept, c'est pareil pour entre avoir des embryons d'idées et les amener à des niveaux qui sont fun, que le joueur il ne s'ennuie pas, c'est vraiment pas le même niveau. Et pareil pour un dessin, entre avoir des super croquis qui déchirent et ensuite voir le dessin dans le jeu et qu'il soit bien adapté avec toutes les contraintes techniques pour que vraiment mon dessin en fait il était trop lourd, j'ai réussi à optimiser pour que le jeu tourne et tout. C'est là où faire un jeu fini c'est plus important que faire un brouillon finalement. Et du coup commencer par un petit jeu c'est pas une mauvaise idée. Il y a quelques années, quelques petites dizaines d'années, le jeu amateur, on n'entendait pas forcément parler. On voyait au pire des séries télé avec des gros geeks américains